donc cette table ronde de ce soir qui a été initiée sous l'impulsion vraiment véhémente de Chris Esson, qui tenait absolument à ce qu'on continue à discuter de divulgation ce soir, nous rassemble. On a Alexandre Rusanov. Alexandre, si tu veux te mettre debout et saluer. Bonsoir. On fera les présentations au fur et à mesure de la table ronde. Donc Alexandre Rusanov est avec nous. Merci Alexandre. Chris, que je ne vous présente plus. Elena qui nous rejoint dans quelques instants. Jacques Crine. Votre serviteur, donc Charles-Maxence Laillé, le journaliste, voilà. Et maintenant, la table ronde véritable débute avec donc Alexandre Rusanov. Qui parmi vous connaît Alexandre? Il y a 2 personnes. Mais à la fin de la table ronde, vous le connaîtrez mieux. Donc moi, j'ai la chance de connaître Alexandre. Il a un micro, c'est bon ? D'accord. J'ai la chance de connaître Alexandre depuis plus d'une quinzaine d'années à peu près maintenant. Et Alexandre est ingénieur géologue, sensitif aussi, puisqu'il va avoir des perceptions assez fines par rapport à ce qui se passe sur l'environnement. Il est d'origine russe, ou en tout cas, voilà, il vient des pays de l'Est. Il est arrivé en France il y a une quarantaine d'années. Il a aussi un diplôme, je tiens à le signaler, de master en informatique industrielle. Donc on est vraiment sur un profil scientifique. Et par rapport à cela, avec Alexandre notamment, nous sommes allés en Russie ensemble, il y a une dizaine d'années maintenant, pour aller rencontrer des chercheurs dans tout ce qui était physique quantique, technologie, machines pour soigner, bidules qui envoient de la lumière ou des ondes, enfin voilà. En tout cas, donc on est remonté comme ça aux sources des chercheurs et des savants en physique quantique dans le cadre des travaux de recherche qui étaient menés en Russie. Et c'est ces travaux-là que Chris, qui est dans la confidence, estimait que c'était important de vous partager ce soir. Donc Alexandre, si tu veux nous, en 2 mots comme ça, commencer à nous dire ce qu'il en est sur, je reprends mes notes, sur ce que tu sais justement de l'environnement et des sols en bonne santé, et des sols en mauvaise santé par rapport à ces travaux de recherche et à cette idée des énergies qui circulent autour de nous. Je veux commencer par la notion, le monde matériel et immatériel. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des combats, les scientifiques qui essaient de prouver si on ne peut pas mesurer, ça n'existe pas. C'est ça l'approche scientifique. Mais le monde immatériel, ça existe. Il y a là, par exemple, dans les religions, on croit vraiment que ça existe. Et je vais vous donner un exemple. C'était pendant le Covid, quand il y avait la fête, quand on fait bénir la fête des Rameaux, par la télé, on a béni, il y avait l'émission, et on a béni les branches. Et ça a marché, je dois dire que ça a marché, parce que c'est la transmission de l'information. Et moi, je suis ingénieur géologue. J'ai commencé mon parcours, au début c'était l'Institut scientifique qui développait les méthodes de recherche des failles. J'ai travaillé dans les mines de charbon, j'ai vu ce que c'est les failles à la profondeur de 200-300 mètres, et j'ai étudié ces failles avec les appareils géophysiques. Après j'ai travaillé dans une entreprise d'État géologique, et j'ai fait plusieurs missions, et une mission qui a changé complètement ma vie professionnelle, c'est ma mission post-sismique. À Léninakan, il y avait un séisme important, très important, plus de 20 000 morts en Arménie. Et là, ce que j'ai vu, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'ai appris à l'université. La Terre était différente par rapport à ce que j'ai appris. Et j'ai vu des victimes, j'ai vu ce qui s'est passé, et ça a changé complètement ma vie professionnelle. J'ai consacré ma vie professionnelle à l'étude de la Terre. Et surtout, ma spécialité, c'était les failles, que j'ai étudiées en Asie, en Afrique, pas en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et là, je dois vous dire que la Terre, c'est pas comme voit la science, quelque chose qui est figé, qui bouge un tout petit peu dans les montagnes, comme les Alpes, et le reste, ça bouge pas. La Terre, c'est un organisme vivant. Et là, qu'est-ce qui se passe actuellement avec la Terre ? Vous savez, il y a la notion de la poubelle. La poubelle,
On a vu ce qui s'est passé à Marseille quand les poubelles débordent. Ça plaît pas. Ça plaît pas aux habitants. Mais par contre, tout ce qui se passe avec la terre, on utilise la terre comme une poubelle. Qu'est-ce qu'on met dans cette poubelle? On met les produits chimiques, les produits radioactifs et encore les courants électriques, les courants vagabonds. Qu'est-ce qui se passe? On perturbe complètement l'équilibre de la terre. Et qu'est-ce qui se passe quand la poubelle est débordée? Il y a le rayonnement qui n'existait pas avant qui apparaît. La terre, elle répond. Et le vivant réagit à cet rayonnement non électromagnétique. On a Elena qui arrive. Voilà. On voulait la faire discrètement, hein. Enfin surtout Elena. Mais... tu parlais des rayonnements électromagnétiques de la Terre. Donc Parce que dans le sol, il y a aussi, dans les zones de faille, il y a d'anomalies, des ondes électromagnétiques naturelles pulsées. C'est une réalité. Malheureusement, ça n'existe pas en France. Moi, j'ai travaillé avec les appareils qui existent au moins 40 ans, qui mesurent ces impulsions. Après, il y a plein d'autres choses, des anomalies. Ici, la maison se trouve, ou bien l'élevage, se trouve cette zone de faille, les problèmes qui apparaissent. Et qu'est-ce qui se passe avec la pollution actuelle? Il y a de plus en plus de problèmes dans les élevages. Il y a de plus en plus de problèmes dans les maisons, dans les immeubles. Et les gens ne font pas du tout on ne cherche pas jamais les sources de ces problèmes. Et moi, ce que je fais, pendant 20 ans, avant j'ai étudié la terre simplement pour voir où il y a des problèmes pour la construction des maisons, des bâtiments, des ouvrages. Et maintenant, c'est 20 ans que je travaille dans le domaine de géoécologie. Géoécologie qui étudie l'impact de l'environnement, différents environnements. Ma spécialité, c'est l'environnement électromagnétique naturel et artificiel. Et j'essaie de développer les dispositifs qui permettent ou bien complètement changer l'environnement, que l'environnement devient positif, l'impact positif sur les êtres vivants. Alors, dans ce cadre-là, ce qui va expliquer ta présence ici, c'est pas seulement parce que tu fais du bien à l'environnement, par rapport à ta lecture scientifique et sensible des choses et par rapport aux inventions que tu as pu mettre au point et que tu vas nous montrer, c'est aussi par rapport aux travaux sur les cristals de quartz, sur les champs de torsion, sur la physique de l'information, sur ces paramètres invisibles qui sont présents autour de nous et qui transpirent en quelque sorte de la part des objets qui nous environnent ou qu'on peut même porter sur nous. Et il y a eu cette rencontre avec Chris autour des cristaux de quartz. Et là, quand j'ai vu le générateur de Chris, je me suis rappelé la rencontre avec un scientifique ukrainien, c'est un physicien. Ça s'est passé il y a presque 15 ans. J'ai demandé, on m'a parlé de ce monsieur qui a créé le générateur d'énergie libre. Et moi, j'étais intéressé. On m'a emmené chez lui. Il habitait à l'époque au banlieue de Kiev. Et il m'a montré, je ne suis pas physicien, il m'a donné plein d'explications. Maintenant, je regrette, ça s'est passé, je ne me rappelle pas. Mais ce qui m'a impressionné, parce que je suis quand même ingénieur géologue, il a utilisé le cristal de quartz qui venait d'un gisement de quartz en Ukraine. Et il a dit, pour démarrer, il doit mettre sa machine dans la prise de courant. C'est 3-4 minutes. Et après, ça commence à marcher, produire l'électricité qui est suffisante à l'époque pour utiliser le fer à repasser. Et ce qui est important, si je me rappelle bien, il a dit qu'il a trouvé la fréquence de résonance du quartz. Et c'est à la base de ça qu'il a développé cette technologie. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais là, la rencontre avec Chris et son générateur, ça évoquait ses souvenirs. Tout ce qui concerne les théories des champs de torsion. Alors juste, on va faire un petit sondage avec la salle. Qui a déjà entendu parler de la notion de champ de torsion? Donc à peu près 2 tiers de la salle. Voilà, donc tu vas pouvoir compléter.
Oui, donc juste pour remettre, tu nous parlais d'un générateur à énergie libre fondé sur la technologie du cristal de quartz et sur la résonance du cristal de quartz. C'est de ça dont Oui. tu nous parlais, que tu as pu voir fonctionner. Je peux voir réellement. Et ce qui m'a impressionné aussi, c'est l'énergie qui s'est dégagée, l'énergie positive. Au bout de quelques minutes, j'étais plein d'énergie. Je suis hypersensible à plusieurs choses, mais s'il y a des nuisances, le générateur qui produit les nuisances, je suis très sensible à ça. Et ça, ce qui m'a impressionné, que c'était une énergie positive qui m'a rechargé au bout de quelques minutes, j'étais en pleine forme. Et par rapport au champ de torsion, alors, sur le type de travaux dont on a rencontré derrière ensemble certains chercheurs, les types de travaux qui ont pu avoir lieu en Russie, en parapsychologie ou dans d'autres domaines. Avec Maxence, on a rencontré une des personnes, il y a deux personnes, c'est M. Akimov, il est académicien de l'Académie des sciences naturelles de Russie, et M. Shipov qu'on a vu. Malheureusement, M. Akimov nous a quittés. Et j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer pendant la conférence en Ukraine, et il nous a consacré, il avait le petit groupe de Français, les Russes, les chercheurs russes scientifiques, et les chercheurs ukrainiens, 3 heures, et on a discuté. C'est une personne exceptionnelle, vraiment, qui pouvait descendre de ce niveau scientifique et expliquer des choses simplement. Et là, je veux dire quelques mots seulement sur la théorie des champs de torsion. Je ne suis pas physicien, je ne peux pas expliquer tout, mais ce qui est important dans la théorie des champs de torsion, avec cette théorie, on explique par exemple, les ondes de forme qui n'existent pas dans la science. Après, deuxième chose, c'est les ondes électromagnétiques ont le composant de torsion. C'est-à-dire, il y a le champ électrique, le champ magnétique, et ce composant informationnel qu'on ne peut pas mesurer, mais on peut mesurer l'impact de ce champ sur le vivant. Et selon le sens de rotation des spins virtuels, quand les spins tournent à droite ou à gauche, l'impact est différent. Et M. Akimov, à l'époque, il a vérifié à l'Académie la filiale de l'Académie de médecine à Novosibirsk, ces générateurs. Et là, on a confirmé que les champs de torsion qui tournent à gauche créent des problèmes. Et les champs de torsion de droite, ça en a l'impact positif. Et là, nous avons vu M. Shipov, c'est un physicien pur, dur. Il a décrit, il y a plusieurs livres qu'il a écrits sur la théorie du vide. Et cette théorie, il n'y a que des formules. Moi, je ne suis pas capable de... On l'offrira à Chris, le bouquin, ça va, il n'y a pas de problème. Mais donc, ce qui est intéressant dans ce que tu nous partageais, c'est cette idée que, tout d'abord, il y a des champs de force, des champs d'énergie qui sont immatériels, qui sont intangibles, qu'on peut qualifier un peu de fantômes, qui peuvent avoir un effet réel. Donc la science va appeler ça des particules virtuelles, ou des champs virtuels, ou des ondes virtuelles, qui n'ont pas de potentiel, qui n'ont pas d'existence, qui traversent tout, que rien n'arrête, qui n'ont pas de masse, etc. etc. Et ça n'empêche pas qu'il y ait un effet sur la matière, ça n'empêche pas qu'il y ait un effet sur le vivant. Et l'autre aspect que tu nous partageais, et ça va faire la transition avec Chris, c'est que ces champs tournent sur eux-mêmes, ils peuvent tourner dans un sens ou dans un autre, et donc en fonction du sens dans lequel ils tournent, soit ils vont être positifs, soit ils vont être négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont nuire aux vivants. Et donc ça fait le lien avec les vortex et les tourbillons, dont Chris nous parlait dans sa présentation de cet après-midi. Chris, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à cette rencontre scientifique qui a 2 mois, 1 mois entre vous, là, entre Alexandre et toi? 1 mois. Mais donc demain, moi, je présenterai les travaux à la suite de la présentation de Dan Willis. Et là, mon objectif, c'est de montrer que ces notions de physique quantique, en fait, sont connues et étudiées en Russie depuis les années 50, avec au départ Nikolai Kozyrev, et puis après Shipov, Akimov, et que la France, pour moi, mon objectif, c'est de montrer le retard qu'on a accumulé. Alors grâce à Elena, maintenant, on commence à s'y intéresser, voilà, mais il y a un retard flagrant. Et mon souhait, c'est de réveiller la communauté scientifique pour faire prendre conscience justement de toutes ces connaissances
côté russe qui sont extraordinaires et sur lesquels, pour l'instant, en France, il y a tout à découvrir. Et puis, pareil, on a vu dans les travaux dans les présentations de cet après-midi sur la Chine n'a pas attendu non plus pour travailler sur l'antigravité. Les États-Unis, eux, ils y sont depuis les années 50. Bon, donc c'est comment faire prendre conscience aux militaires et aux scientifiques parce que pour moi c'est stratégique, même cette notion de champ de torsion et de conscience, ça nous amène à la télépathie. Je suis en train de lire le livre que je présenterai demain, qui explique comment les Russes avaient cherché à créer des connexions télépathiques entre des sous-marins et puis le QG. Ou le sol et l'espace. Et ou l'espace, effectivement, parce que c'était utilisé comme arme, comme outil stratégique. Et donc toutes ces technologies sont vraiment vues comme c'est stratégique pour les technologies futures, nos développements futurs. Et pour moi, la France, je pense qu'il y a quand même, elle est un peu en état de coma avancé. De coma scientifique. Ah oui, non, mais c'est mon impression. Et donc, je cherche à créer un électrochoc pour réveiller les scientifiques français sur ces sujets. Peut-être, pour être un peu plus concret, tu peux relater deux choses. Moi, j'ai la chance depuis 2-3 ans maintenant de suivre tes travaux. Enfin, tu me partages l'avancement de tes travaux, et notamment les articles que tu peux réaliser, qui rassemblent tes avancées, qui rassemblent les équations, les formules que tu fais dans cette passerelle entre la physique d'hier ou la physique conventionnelle, qui est celle de la physique de la relativité générale et d'Einstein, avec celle de la physique de l'éther, qui est donc une physique dérivée des approches et des découvertes de Nikola Tesla. Suite à la parution des articles scientifiques où les choses sont couchées noir sur blanc, notamment en termes de formules, d'équations, tu as pris contact, nous rappelons, tu es ingénieur, tu as fait Centrale, tu es physicien, donc tu coches les cases du CV respectable et fréquentable. Donc tu as fait tout un travail de partage de tes articles scientifiques, de tes travaux de recherche, quand ça a été vraiment publié et couché par écrit, avec des instituts savants en France, avec des sociétés savantes, notamment la 3F, je crois. Est-ce que tu 3AF, oui, là. Voilà, 3AF. Est-ce que tu peux relater un petit peu concrètement comment ça a pu se passer de façon tranquille, quoi, l'échange humain qu'il y a pu y avoir, et du coup les freins ou les résistances auxquelles tu as pu être confronté? Oui, donc la 3AF, c'est donc l'Association aéronautique et astronautique de France. Et donc c'est une association où il y a des astronautes et dans toutes les sociétés d'aéronautique, d'astronautique. Et dans cette association, il y a depuis 2008 une commission d'enquête qui s'appelle la commission Sigma 2. Sigma, d'abord, ça a commencé en 2008 avec la commission Sigma, qui était chargée d'étudier les ovnis, le phénomène ovni, la physique qui est derrière. Et donc depuis, cette commission Sigma s'est transformée en commission Sigma 2, avec lesquelles j'avais eu des contacts épisodiques depuis 2017, mes premières publications sur l'électromagnétisme. Et quand j'ai publié mes travaux en avril l'année dernière, j'ai transmis directement au président de la commission, qu'on trouve régulièrement sur les plateaux, sur les réunions, les débats ufologiques. Donc le président de la commission, c'est Luc Dini. Donc j'ai transmis ce papier, et donc ça a été transmis aux physiciens. Donc il y a dans l'équipe, dans Sigma 2, il y avait trois conseillers scientifiques. Et donc 2 étaient plutôt favorables à ce papier, et puis 1 était pro-Einstein et cherchait à poser des questions pour me piéger, mais j'ai rapidement, sous quelques jours, renvoyé des réponses qui, en fait, ça apportait de l'eau à mon moulin, ça apportait de nouveaux arguments. Mais ça, c'était en avril 2024, et j'attends toujours d'être auditionné, donc ça va très très doucement. Malheureusement, donc je suis moi quand même un peu choqué. Pour moi, on n'avance pas au rythme que moi je souhaiterais pour cette divulgation, parce que on a là des éléments, et j'ai transmis un de ces experts avec qui j'ai plus de contacts, mais encore rappelé avant-hier ou hier. Donc lui qui cherche à faire avancer les choses, mais bon, il y a quand même des freins. Il y a quand même des freins au sein de cette commission. Ça n'avance pas du tout. Donc ce qui est intéressant à comprendre dans l'histoire que tu nous partages, c'est que on a des sociétés savantes en France qui se sont missionnées, en tout cas pour étudier scientifiquement, de façon rigoureuse, de façon respectable, sérieuse, comme on dit, la question des ovnis. Au sein de cette commission, ils sont informés de ton travail,
une partie d'entre eux est en faveur de ton travail, en tout cas en faveur d'aller plus loin, ça mérite d'être écouté, ça mérite d'être étudié, ça mérite qu'on avance ensemble, et t'en as d'autres qui bloquent, et pour l'instant, ceux qui bloquent font que ça bloque tout. Disons que ça fait 1 an et demi que j'attends mon audition. Voilà, alors que tu as des enjeux stratégiques ou des enjeux, en tout cas, moi, ce que j'avais envie de dire quand tu partageais ton alerte, c'était comme si la France ou l'Europe se mettait en situation de louper des trains, en fait. C'est exactement on loupe ça. des trains Voilà, volontairement. on regarde les trains passer, côté russe, côté américain, côté chinois. C'est lié, c'est les vaches, hein, c'est la Normandie, c'est un peu tout ça. Hein. On regarde passer les trains, c'est connu. Oui, et pareil, donc ça c'était avec Sigma 2, et puis bon, grâce à Jack, j'ai pu aussi assister, donc c'était en mars, là il y avait un grand forum à l'école militaire, c'était la stratégie de défense de l'Europe et de la France pour les 25 années à venir. J'ai pas été déçu, parce que connaissant c'est les programmes secrets américains surtout, où c'est là qu'on a le plus d'informations, et grâce à Jack, il y avait eu une session sur le phénomène OVNI, donc sur les 3 jours qui étaient là-bas. Donc il y avait même donc, des représentants, donc dans les conférences, il y avait vraiment, c'était le top du top au niveau défense européenne, il y avait l'OTAN, etc. Donc c'est plus de tout, plein de ministres. Bon. Et plus le chef d'état-major, le commandant de l'espace, il y avait vraiment du très beau monde. Et il y avait, donc grâce à Jack, une session sur le phénomène OVNI. Mais alors là, pour moi, c'était l'une des plus mauvaises conférences à laquelle j'ai pu assister, parce qu'ils ne se sentent pas franchement concernés. Donc là, j'espérais qu'on avait organisé cette conférence ici. Donc on a invité le chef d'état-major de l'armée de l'air à ce que l'armée de l'air participe à cette table ronde, justement. Bon, au bout de quelques semaines, on a reçu un refus. Et donc, vu ce que j'en ai vu justement au débat auquel j'ai assisté, je me suis dit, ils ont bien fait de refuser, parce que de toute façon, ils n'auraient pas dit grand-chose. Ça aurait un peu, on aurait tourné autour du pot. Voilà. Alors, donc, il faudrait au moins qu'ils écoutent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au moins ils prennent conscience, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire, parce que sur les programmes secrets français, je commence à avoir quand même de gros doutes. Y a-t-il des programmes secrets français ou pas ? Les personnes à qui j'ai discuté, des responsables de recherche avancée, dans les grands groupes, Dassault, Thales, ils n'ont pas l'air franchement au courant de ce qui se raconte côté États-Unis. Alors, est-ce une posture pour dire on ne veut pas y croire, parce que même au sein de la commission Sigma 2, les 3 personnes à qui j'ai discuté ne veulent pas croire que les Américains disposent de ces technologies. Alors que ce que j'ai présenté avec Mark McCandlish et tout le reste, ça fait plus de 20 ans que c'est déjà sorti. Donc, est-ce que vraiment on n'a rien du tout en France ? Et là, je serais franchement inquiet, mais j'ai quand même l'impression que c'est ça de plus en plus, parce que même depuis Cometa, rapport Cometa en 99, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et là, les militaires, il y avait un colonel qui est chargé de la protection, de la défense du ciel français, et le discours était de dire mais tant que ce phénomène n'est pas agressif, c'est pas le rôle de l'armée. Donc voilà la réponse que j'ai eue. Voilà. D'accord. Mon souhait, c'est que autant l'armée russe, on a vu avec la présentation fantastique de Paul Stonehill. Donc merci encore infiniment Paul pour cette présentation qui était très très complète, qui montre à quel point, côté russe, ce phénomène est vraiment pris au sérieux, mais depuis les années 40. Que faut-il faire pour que ce sujet soit considéré au niveau auquel il doit être, parce que c'est un niveau stratégique, pour qu'il soit considéré par nos militaires français ? Oui, merci de ce cri du cœur et de cette alerte, Chris. Avant de passer la parole à Elena, on va faire un petit détour. On va aller voir, on va faire une pirouette. On va voir Jacques, parce que Jacques, en tant que militaire, ça te permet de... Ce qui est intéressant avec toi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que tu coches différentes cases du parcours du militaire qui a été confronté à un phénomène extraordinaire, qui a préféré se taire, qui, parce que on risquait de te couper les ailes en te prenant comme un farfelu ou comme quelqu'un qui avait pété les plombs, qui avait un problème de décompression gazeuse en altitude. Donc puisque tu décompenses, on tant qu'on te mette au bloc, voilà. Donc tu as préféré te taire par rapport à ça, par rapport au risque du qu'en dira-t-on, alors que vous êtes plusieurs témoins.
C'est pas simplement un seul témoin, c'est plusieurs témoins. Et puis il y a des choses aussi qui apparaissent sur les machines et les relevés. Et pour autant, à un moment donné, tu as commencé à prendre la parole et à le partager, et ça a débloqué des choses. Et donc tu as vécu de l'intérieur cette histoire de la grande muette, y compris du point de vue militaire. Donc, à ton avis, à quoi sont liés ces blocages militaires, et comment, selon toi, serait-il possible de faire bouger les lignes? Est-ce qu'on commence par le bas, ou est-ce qu'il faut que ça se décide par le haut? La situation tactique est improbable. C'est un vaste programme. Mais prometteur. L'avenir est toujours incertain pour être motivant et prometteur. Alors, il y a tout un état d'esprit. Politiquement, nos politiques qui nous gouvernent, c'est pas leur problème. Si ça les servait, je peux dire que ça ressortirait. Bon. Et le militaire, comme je disais, ça obéit, si tu veux, à la doxa politique. Bon, nos militaires sont pas idiots. Je veux dire, les gens qui sont dans les états-majors pour arriver à ce niveau-là, c'est des gens qui ont des carrières redoutables, qui ont fait la guerre souvent, parce qu'il faut savoir que depuis 20 ans, on n'a pas arrêté de faire des opérations en Afrique, etc., qui prennent des responsabilités réelles, parce que quand ils envoient des jeunes au charbon, enfin, je veux dire, dans des situations tactiques, c'est quand même difficile. Mais c'est français. Je veux dire, c'est français. Moi, j'ai discuté, puis toi, tu as discuté aussi avec le chef du CSA, c'est-à-dire le général 2 étoiles qui était chargé de la communication de l'armée de l'air, qui s'appelle Gilet, un nom comme ça. Je crois que tu l'as vu, mais enfin bon, c'est moi qui l'ai eu aussi. Mais on voyait des gens qui ne disaient pas non, parce que bon, je suis un peu de la maison, ils me disaient pas non, mais je savais que de toute façon, c'est pas le jour où nos politiques vont avoir peur, où ça va leur servir à quelque chose, c'est-à-dire ça va se déclencher, le potentiel est là. Mais pour le moment, c'est autre chose. Pour le moment, on est gouverné. On sait toujours dans l'humanité, quand le chef est bon, un chef bon, c'est un chef qui a de l'amour pour son humanité, qui va créer des richesses, qui va créer du boulot pour tout le monde, qui veut être costaud, qui va bien. Et la troupe suit, la troupe s'améliore. Et quand la troupe est bonne, le chef devient meilleur. Nous, on est parti dans le phénomène inverse. Depuis un moment, je ne fais pas de politique. Mais c'est exactement ça, jusqu'où... Ben, c'est une analyse de terrain. Voilà, c'est comme moi, quand je devais aller à l'époque balancer une bombe sur la Russie, et comme je disais, si on y allait, on revenait à pied. Donc j'avais appris que si je m'émectais, j'avais appris quelques mots de russe, parce que je me disais, si je tombe sur une petite russe qui n'est pas d'accord avec le russe de l'époque, Kalacho, pilote samoyot francuski, davai, yatibia lubiu. Ça veut dire, j'ai appris dès qu'il parle russe, là, avec l'accent francuski. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, il n'y a pas moyen de faire bouger ça. Alexandre, c'est par les Russes. C'est l'ukrainien. Avec l'accent ukrainien. Non, je blague. Tu m'as compris. Bon. Non, mais je veux dire, c'est que c'est désespérant. C'est. Ouais, en gros. Donc en gros, grâce à Alexandre Rouzanov, on a cette traduction que peu d'entre vous avaient entendue en toutes lettres, sauf peut-être Paul également. C'est donc « Je suis français, je vous aime ». Non, je suis un pauvre petit pilote français. Ah oui. Non, mais il y avait une nuance quand même pour attirer quand même la compassion. Je peux vous dire que les dames russes sont remarquables. Bon, bref. Donc, ces considérations géopolitiques. Non, mais c'est important. C'est important parce que quand tu pars faire la guerre, il faut quand même que quelque part au niveau émotionnel, au niveau affectif, tu as une bonne raison. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour trouver grâce à vos yeux, mesdames? Devenir un héros. Alors, l'analyse elle est simple, c'est que pour le moment, c'est pas dans les neurones de nos dirigeants. Je peux vous garantir que le jour où il y a un mec dans le cabinet en disant ça va te faire élire à la prochaine élection, là ils vont se bouger. Mais je dirais, techniquement, on a tous les moyens, parce que nous, militaires, moi je regarde chez l'état-major, etc., bon, je ne vais pas jouer les importants, mais on en discute un peu, ils savent faire. Je peux vous dire que si on leur demande de faire une opération sur la connaissance, sur dégager tout de suite des techniques, et des techniques pour être au niveau, on y sera rapidement. Parce que partout, on a des mecs qui vont bien, qui attendent que ça, qui ont les cerveaux bien oxygénés et qui savent que la situation tactique, elle est incertaine, mais prometteuse. Merci. Alors, ma seconde question avec toi, c'est... tu l'as évoqué ce matin lors de ton intervention, c'est on se rend compte maintenant qu'il existe une énergie mentale. On va revenir un peu aux énergies matérielles, fantômes, à ce qui se passe. Il y a une énergie mentale qui existe. Alors,
dans ces processus de divulgation, on a fait tout à l'heure l'expérience de cette respiration qui modifie le mental. Avec Alexandre, on a pu toucher du doigt que oui, d'autres sciences que les sciences occidentales ont pu poser en équation les puissances invisibles, les influences invisibles, etc., notamment électromagnétiques, virtuelles, fantômes. Donc, à quoi, selon toi, pourraient ressembler des technologies mentales ? Elle ne ressemble pas, elle existe depuis longtemps. Depuis que le monde est monde, il y a des chamans, il y a des gens qui sont branchés sur d'autres perceptions de la vie et de l'énergie vitale. Quand je vous disais ce matin que notre conscience, notre raisonnement, nos peurs, notre courage, c'est la partie émergée du glaçon ou de l'iceberg. Nos énergies, c'est considérable. Alors, effectivement, il y a toujours un rapport entre le corps et l'esprit. Bon, le mental qu'on a, c'est notre éducation, c'est nos peurs, c'est nos interdits, c'est méfie-toi, je suis amoureux, mais les femmes sont dangereuses. Mademoiselle, vous êtes amoureuse, mais méfiez-vous, les mecs vous abandonnent. Enfin, je veux dire, on est carré là-dedans, et c'est toujours un prisme de pouvoir. Et ça, c'est le mental, c'est c'est la culpabilité quelque part. Mais c'est rien par rapport à nos énergies. Et il y a des techniques, la respiration, c'est la vie. Donc les techniques respiratoires qui sont vieilles comme le monde, je veux dire, d'abord tous les gens qui... Alors c'est une expansion de conscience. C'est comme si, entre les deux hémisphères cérébraux, on changeait de programme, hein. C'est comme sur un ordinateur, on passait sur un autre champ de conscience, une autre perception de la vie. Et là, il vous arrive, vous arrivez dans votre émotionnel, vous arrivez dans vos émotions, vous arrivez dans vos peurs, vous arrivez de reconnaître les effets de vos peurs, et je dirais même vous arrivez à retrouver l'origine de vos peurs. Ça peut être une naissance qui ne va pas, ça peut être une éducation qui a été mal reçue, ça peut être en tant qu'enfant, je dirais, la tristesse et la douleur de se sentir abandonné, qui va vous donner une structure, qui va vous donner un scénario et un rapport avec la vie. Et après, vous en faites ce que vous pouvez. Il y a des traumatismes qui vous permettent de vous échapper, de devenir quelqu'un bien. Et puis, il y a des gens qui vont bien et que la vie, pour eux, c'est peinard. Ils sont au bord de l'eau et ça va bien. Tout est possible. Mais le mental et l'esprit, il y a aussi une technique. Il y a plein de techniques. Il y a des techniques de gourous, de chamans. Moi, j'ai fait de l'Afrique. Il y a la musique, il y a le son. Moi, je suis parti un jour, je suis j'ai fait de l'humanitaire en Afrique il y a 30 ans. On était encore dans des tribus qui étaient, je ne dirais pas à l'âge de pierre, mais où la survie principale était de trouver à manger, quoi. Et les femmes, effectivement, passaient des fois des journées à descendre dans un cagnot pour ramener de l'eau et puis faire la popote, quoi. Et ils avaient ils avaient dans leur culture, disons au grand mouvement des saisons, ils avaient des thérapies qu'ils se faisaient eux-mêmes. Ce sont des tam-tams. Le rythme des tam-tams, en rentrant dans des états de transe. Ah ben ça vous fout en transe parce que moi j'ai éprouvé ça. Je pourrais vous dire ce qui m'est arrivé après. Mais et alors ils faisaient les femmes craquaient beaucoup dans l'émotionnel et les anciennes les protégeaient. Et les guerriers ils avaient des rituels, je peux vous dire, boum, encadrés par les anciens pour vider, on peut dire, toute la peur qui restait, toute la colère pour comment dirais-je, les frustrations que pouvait donner la vie en société. Bon alors je vais vous raconter moi ce qui m'est arrivé, c'est que d'abord, je suis allé en Afrique avec une trompe de chasse. Alors, je veux dire que les Africains ne savaient pas ce que c'était que le son du corps le soir au fond des bois. Et c'est le souffle aussi. Et un soir, bon, pour me rendre à Paris, ils sont partis dans une maison, enfin, disons, dans un concert de tam-tam. Et moi, je suis parti sur les sons du tam-tam. Et je suis parti dans une espèce de transe, mais fabuleuse. J'étais dans un état, mais fabuleux, je volais, en fait. J'étais la musique. Mon corps était sur les notes, je voyais les notes, et derrière moi, il y avait un mec qui rugissait, mais un rugissement horrible, que le mauvais rugissement qu'on a dans les films d'horreur. Et il y a un moment, je me retourne en disant « Ah, tu me fais chier », en fait, c'était moi. Vous voyez un peu l'étendue de l'expérience. Ça veut dire que c'était cette dualité qu'on a en nous. C'est-à-dire que ton esprit était en train de voler, et c'était ton corps qui rugissait. Non, c'était presque le contraire. C'était le corps qui me donnait une espèce d'extase. Bon, vous avez tous connu un petit extase amoureux, je pense, j'espère, je vous le souhaite. Et là, c'était le mental là qui s'emparait du reste. Il ne voulait pas lâcher. Et je vais vous dire qu'entre moi et moi, j'ai mis du temps en disant, putain, le monstre que j'ai... Mais ce rugissement, c'était quelque chose une terreur vient au monde, c'était animal, c'est peut-être une chose qu'on porte en nous. Pas tout le monde n'est pas traumatisé au niveau il n'y a pas d'égalité dans les naissances. Je vous disais un peu ce matin, ça dépend comment ça se passe. Il y a des gens qui sont acceptés, il y a des gens qui vont passer leur vie à se faire accepter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au monde pour trouver grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de mon père, aux yeux d'être reçu, quoi. Alors ça donne des fois des tyrans il faut que leur monde soit à leurs pieds, puis d'autres, bon, ils vont sauver l'humanité. Ça vous structure. Entre vous et vous, c'est intéressant de savoir se connaître.
Merci pour cet état des lieux tactique, psychique. C'était aussi une dédicace ou un lien. Ça préfigure un peu, ça vous prépare à Tony Rodriguez demain, hein, pour le côté état des lieux des forces psychiques. Hein, ça participe de ça. Je dirais aussi l'aviation mène à tout. Caresser les filets d'air et faire l'amour à l'espace. Ça vous élargit les hémisphères cérébraux, ça c'est clair. T'as jamais pensé à écrire des poèmes ou à nous faire des sonnets? Voilà, donc on parle pas trop de programmes spatiaux secrets ce soir parce que vous en entendez parler toute la journée, hein, donc on peut parler un peu d'autre chose ce soir. Et c'est aussi une façon de vous partager que, en tout cas, moi, ça fait partie des choses qui m'animent ou de ce qui s'inscrit dans les travaux de recherche, d'enquête que j'ai pu faire sur le sujet lié aux ovnis, c'est que la divulgation, c'est pas simplement le grand soir où hier c'était non et aujourd'hui c'est oui, et puis il y a une soucoupe qui s'est posée au Stade de France. C'est aussi un processus. C'est un processus qui se déroule dans le temps. Et en fait, on peut même dire qu'on a des divulgations parallèles. Si aujourd'hui on va vous dire est-ce que les ovnis ça existe, plus personne va dire non. Parce qu'il y a eu des déclarations officielles, comme quoi il y a des objets volants qu'on appelle UAP par exemple, qui ont été officiellement répertoriés, y compris par des gouvernements qui depuis des décennies disent que ça n'existe pas. Si on vous dit que des civilisations extraterrestres existent ou que des extraterrestres existent, et bien en fait, là, ça va être un peu partagé, mais en tout cas, on a des milliers de cas d'enlèvement, on a des milliers de cas de rencontres rapprochées, de rencontres de troisième type. On a maintenant, depuis 20 ans, 30 ans en tout cas, ça se dissémine, ça se diffuse, ça se banalise les CE5, le fait d'appeler, le fait que ce soit les humains qui soient l'initiative de faire apparaître ou d'avoir une rencontre ou un contact avec extraterrestres. Donc on voit très bien que la divulgation, c'est comme si on avait des divulgations parallèles sur des plans un peu différents, sur la question de quelque chose d'autre existe autour de nous, quelque chose d'autre existe depuis toujours en fait autour de nous, tant par le passé que par le présent, et aujourd'hui ça prend plusieurs visages. Ça prend des visages grâce aux réseaux sociaux, ça prend des visages grâce à des personnes qui prennent la parole pour nous partager leurs témoignages et pour nous partager l'expérience qu'elles ont pu avoir. C'est ce que vous avez eu ce soir avec les différents intervenants. Et là je termine avec Elena. Puisque donc on l'a attendue, elle avait beaucoup de monde. Il y avait la crampe de l'écrivain pour les dédicaces. Voilà, c'était. Donc, Elena, toi, sur les questions de divulgation, t'en connais un rayon, si je puis dire. Et je crois que tu avais plusieurs messages à nous partager ce soir. Et il y avait notamment quelque chose autour de la notion d'unité. En tout cas, ça fait partie des messages qui te tiennent à cœur à nous partager ce soir dans cette logique de divulgation, dans cette logique un peu de relier les points entre eux. Merci. Oui, alors tout le monde connaît l'expression diviser pour mieux régner. C'est ce qui s'est passé depuis, et même des millénaires sur cette planète. L'ombre a maintenu l'humanité en séparant. Quand on dit que la tour de Babel s'est écroulée et les langues se sont séparées, ça c'est une métaphore qui veut dire que les gens, on les a divisés. Et jusqu'à ce jour, ça a été un moyen de contrôle de l'état sombre, nous faire nous diviser, nous mettre en groupe, en catégories, en minorités, machin, tout ça. Mais ça, il faut que ça s'arrête, parce que l'état sombre s'écroule, c'est fini, et c'est nous maintenant qui prenons le dessus. Et qu'est-ce que nous voulons pour le futur? Nous voulons être une civilisation planétaire unie avec tout le monde qui s'entend bien, plus ou moins. On est humain, on a besoin de conflits pour notre évolution personnelle, mais pas vraiment de choses qui vont être vraiment, qui vont prendre des proportions comme on voit beaucoup ces derniers temps. Le message que les nations galactiques veulent nous passer, c'est que maintenant, c'est le moment où on doit arrêter et de chercher les réponses hors de nous et d'écouter la vie des autres pour prendre une décision. Il faut qu'on suive son cœur, son propre discernement. Et quand on s'écoute, quand on prend des décisions tout seul, on va arrêter de jouer « il a dit ça, elle a dit ça, ah ben non, ah ben si, qui c'est qui a raison ?» Ça, faut arrêter, faut arrêter. On a tous le discernement, c'est tout ce qui... On peut tous savoir ce qui est bon pour nous. Et les nations galactiques sont impatientes de créer un contact civil
et de nous accueillir en tant que civilisation planétaire dans leur grande organisation galactique et intergalactique. Mais pour cela, il faut qu'on s'unisse. C'est un critère qui est on peut pas l'éviter, celui-là. Je t'interromps un instant. Ouais, Comment ouais. tu vois cela, ou comment on peut envisager que ce soit? Est-ce que c'est un appel à la révolution intérieure, dans le fait de se faire confiance, ou dans le fait de cultiver son discernement, qui permet que plutôt que de suivre quelqu'un, on se suive soi-même, ou on se fasse confiance, quitte à se dépolluer ou à sortir de certains conditionnements ou de blessures qu'on peut se traîner et qui prennent le dessus en termes de logiciels, de comportement, etc., etc. Est-ce que c'est donc un appel à revenir à soi pour pouvoir trouver des réponses en soi, et à partir de ces réponses, ça nous met en mouvement naturellement ou spontanément? Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là, ou c'est autre chose? Non, c'est quelque chose de cet ordre-là. Continuer d'écouter les avis des gens qui nous aiment et qui veulent nous donner des avis parce qu'ils nous aiment, ils veulent nous aider. Ça nous aide à voir des perspectives qu'on n'avait pas forcément vues auparavant. La guidance, voilà, les avis de nos amis. Mais aussi, ça c'est en premier, s'écouter soi-même. Parce que nous sommes tous une fractale du Créateur. Le Créateur envoie des fractales de lui-même ou elle-même constamment. Et ces fractales sont des graines d'âme. Et ces graines d'âme, nous les avons développées, c'est nous-mêmes. Nous sommes une graine d'âme qui est devenue une âme mature. Et nous sommes à cette même image. Quand on s'incarne, on garde, même si on ne le sait pas, cette connexion avec le Créateur. Et c'est là où on peut, si on se met en résonance, en méditation, en résonance avec notre âme, on est en résonance avec l'univers et on peut accéder à tout le savoir de l'univers. Et l'incarnation, en fait, c'est la séparation, mais en fait, c'est une illusion. On est tous un. Et si on arrive à se connecter à qui nous sommes vraiment, on arrive à sentir cette unité. En fait, on est tous pareils. Et il y a une métaphore que je veux vraiment dire, c'est la Fédération Galactique des Mondes, comment elle se positionne par rapport à nous en ce moment. Imaginez, vous êtes dans votre maison, bien sécurisée, et à l'extérieur, il y a des chiens qui ont faim, ils ont besoin d'être nourris, ils cherchent un refuge, il pleut dehors, mais ils se bagarrent. C'est une meute qui se bagarre. Est-ce que vous allez ouvrir votre porte pour laisser ces chiens entrer chez vous et tout casser? Ben non, vous allez attendre qu'ils se calment. Et ben c'est ça. L'image est sympa. En revanche, mais en tout cas, elle est parlante, elle est frappante, elle est mordante. Mais le fait que tu évoques qu'on s'unisse, ou en tout cas qu'on fasse tous un, ou en tout cas qu'on se rassemble, ça m'a traversé l'esprit, alors que c'était évident. Ça m'a fait penser à ce qu'on a fait au début de la table ronde, avec cette respiration, qui nous a unis, ou qui nous a reliés pendant quelques minutes, dans une sorte de silence, dans une sorte d'harmonie, et surtout, moi je l'ai perçu progressivement en étant à côté de Robert, je percevais comment, en fait, petit à petit, tous les mouvements devenaient un seul mouvement, un seul rythme. Et ça, c'était l'intérêt, que ça dure plusieurs minutes, et pas simplement je le respire 3 fois et puis on passe à autre chose. Non, il y avait cette contrainte, ou ce défi, de réussir à ce que ça dure suffisamment longtemps pour que vous puissiez faire, au niveau du corps, au niveau de votre vécu, cette expérience d'une unité, d'un lien tous ensemble, de respirer ensemble. Et je le rappelle juste pour le plaisir, c'est quand même le sens premier du mot conspirer, hein, disons-le clairement. Et allez, alors, l'égrégore. Ben, parle-nous de l'égrégore, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mon cher Jacques. Et c'est ce que tu racontes, c'est que individuellement c'est rien, et là tout s'assemble. Ça devient une immense zone, une immense d'énergie, parce que tout le monde, c'est une communion de... On parlait de l'esprit, on parlait de l'âme, on parlait de l'énergie psychique, et tout ça, ça vous fait un truc qui soulève les montagnes. Et ça s'appelle l'égrégore. C'est la foi des chrétiens, mais ensemble. Tout le monde est d'accord. Toute l'énergie, chaque énergie de chacun s'exalte. Elena, par rapport à ça, je t'en prie. L'égrégore, c'est ça, c'est se relier tout le monde par un son, par une intention, mais en conscience. En conscience. Et en effet, comme on est fait de la même, nos consciences ont fait de la même substance, tout d'un coup, on a un goût de l'unité. Mais non seulement l'unité entre un groupe de personnes comme ce soir, mais une unité avec le multivers, avec la création.
parce qu'on capte, on accroche sur cette fréquence-là. Ça y est, on y est. On y est. On y est, c'est super, merci. Chris, si tu veux faire un commentaire complémentaire par rapport à ce qui vient de se dire, ou d'émerger. Oui, je sens que le niveau vibratoire de la salle a monté d'un cran avec l'intervention d'Elena et ce débat. Très bien. Alexandre? Moi, j'ai essayé de faire du mieux pour que tout le monde se sente bien, parce que, en effet, c'est un endroit où il y a beaucoup de nuisances, et en plus, les panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit, qui créent plein de problèmes. Et j'ai mis un dispositif dans la prise de courant qui est branché sur la mise à la terre. Tu peux montrer, juste le montrer au public, un exemple de truc là que tu as créé, que tu as inventé. Ça, il n'y a pas d'électricité, pas de métal, c'est les résines informées, résine photopolymère. Mais positive, une résine positive. Oui, j'ai mis les copies informationnelles des plantes et des minéraux. C'est ça qui joue. Il y a plusieurs types. Je vais donner un exemple sur les animaux. Quand les animaux lapent l'eau, l'éleveur dit il y a de l'électricité dans l'eau. Quand on met ce dispositif sur le tuyau d'eau, les vaches commencent à boire normalement, aspirer. C'est la réaction sur l'information. Ici, que l'information et la forme qui jouent. Voilà, on en revient aux vaches. Donc, je vous propose en tout cas que cette table ronde se termine sur ces mots tous ensemble. Merci de votre attention et j'ai envie de vous inviter en tout cas à rester connectés à la méthode de respiration, à la technique de respiration que Robert vous a partagée, puisque c'est une méthode qu'on lui a transmise, même si elle rappelle des choses qui existent déjà, qui existent depuis toujours ou qui existent dans certaines cultures. Il se trouve que c'est la respiration qu'on lui a transmise, et c'est pour ça que je trouvais pertinent qu'on débute cette table ronde sur la divulgation, sur les technologies, sur les sciences, par cette transmission également. Et puis aussi un autre clin d'œil, plutôt que de parler de conspiration, oh là là, le lapsus, ça casse mon effet, plutôt que de parler de divulgation, je propose que pour ce soir, on adopte la convention de parler de conspiration positive. Voilà, merci à vous, bonsoir, à demain. Merci Charles Maxence pour ce débat, et nous vous donnons rendez-vous demain, même